Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le calcul du champ d'une répartition à symétrie sphérique d'une sphère chargée. Dans cette deuxième partie, nous allons faire le calcul du champ dans le cas de deux autres symétries, la symétrie cylindrique et la symétrie cartésienne. Dans un premier temps, nous allons considérer un fil infini avec une répartition linéaire de charge, en fait une droite uniformément chargée, et nous allons calculer le champ en un point quelconque de l'espace. Le premier problème est de déterminer la direction des lignes de champ pour construire une surface de Gauss. Donc ici, on va utiliser, là encore, les propriétés de symétrie avec un repère mobile, MUR Uθ UZ, le repère des coordonnées cylindriques. Les plans, ici, contenant la droite chargée et le point M, ou bien le point M est orthogonal à la droite chargée, sont tous deux des plans de symétrie. Là encore, grâce au repère, on va pouvoir facilement les nommer. Le plan MUR-UZ, MUR-Uθ sont des plans de symétrie de la répartition de charge. Le champ en M, qui appartient à ces deux plans, est donc dans la direction UR. On obtient des lignes de champ qui sont les droites orthogonales à la droite chargée, passant par M. La répartition de charge est invariante par translation ou rotation. Ça permet de déterminer la dépendance du champ. Donc le champ ne dépendra que de la coordonnée cylindrique petit r. On obtient finalement un champ qui ne dépend que de la coordonnée cylindrique petit r et qui est radial UR. Les équipotentiels sont donc orthogonales aux lignes de champ. Ce sera des cylindres infinis. Les cylindres infinis ne peuvent pas être utilisés directement comme surface de Gauss, il faut des surfaces fermées. On va donc fermer la surface latérale ici, cylindrique, par deux disques, surface supérieure et surface inférieure. On obtient à ce moment-là une surface fermée, mais qui n'est pas constituée d'une seule équipotentielle, comme dans le cas de la symétrie sphérique. On va préciser la hauteur h de cette surface, le rayon petit r, puisque la surface doit passer par le point M pour calculer le champ en M. Le calcul du flux va se faire en décomposant la surface en trois surfaces. On va faire la somme du flux sur la partie supérieure, la partie inférieure, les deux disques, et enfin sur la surface latérale. Pour la surface supérieure, eh bien, on représente le champ électrostatique, on représente aussi la surface élémentaire, elle est orthogonale à la surface de Gauss et dirigée vers l'extérieur. Ici, E et ds sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul, le flux sur la surface supérieure est nul. Il va en être de même pour la surface inférieure, on a exactement le même type de résultat avec E et ds orthogonaux. Le flux total va donc être seulement le flux sur la surface latérale. Comme c'est une équipotentielle ici, l'élément de surface ds et E sont collinéaires. Le produit scalaire E scalaire ds va donc être égal à E de R fois ds. Pour tous les points de ce morceau de cylindre, la distance à l'axe petit r est constante, donc E de R est uniforme. On va pouvoir le sortir de la somme, le mettre en facteur. On obtient donc E de R fois la somme totale des surfaces pour le cylindre, c'est-à-dire la surface latérale du cylindre, de pi RH. Il est à noter que la seule chose qui compte pour calculer ce flux, c'est la symétrie cylindrique des lignes de champ. Si on veut faire le calcul du champ, on a besoin de connaître le type de répartition de charge. Ici, on a dit que les charges étaient réparties sur la droite Z. On n'a donc pas de cas à distinguer. La charge à l'intérieur de la surface de Gauss sera toujours la charge qui est portée ici par ce segment de hauteur h. Donc la charge totale sera lambda fois h, puisqu'on a une répartition uniforme de charge. Donc la charge totale, c'est la charge linéaire multipliée par la longueur de l'élément. À partir de là, on peut calculer E de R. On voit qu'on va pouvoir simplifier par h. Il est normal que h n'intervienne plus dans le résultat, puisque c'est un choix de calcul. On va obtenir un champ en 1 sur R. Pour R égale 0, le champ n'est donc pas défini. C'est normal, on a une répartition linéaire de charge. On n'aurait pas pu utiliser en particulier des propriétés de symétrie
pour cet axe. Si on l'avait fait, on aurait pu penser que le champ était nul sur l'axe, mais en fait, il n'est pas défini. Donc les symétries ne peuvent pas être utilisées. On peut exprimer ce champ en faisant intervenir seulement des vecteurs pour se dispenser de l'utilisation d'un système particulier de coordonnées. On va remplacer la droite chargée linéiquement par un cylindre chargé en volume avec une densité volumique constante. On a toujours la symétrie cylindrique, donc les plans de symétrie sont les mêmes que pour le fil. On a toujours un champ qui ne dépend que de R et qui est sur ER comme précédemment. On va donc pouvoir utiliser la même surface de Gauss, le cylindre, enfin le morceau de cylindre de hauteur h fermé par des disques sur la partie supérieure et inférieure. Et bien sûr, on va obtenir le même résultat pour l'expression du flux, c'est toujours E de R fois 2πRh. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. La façon dont les charges sont réparties, tant qu'on garde la symétrie cylindrique, est la seule, cette symétrie cylindrique est la seule chose nécessaire pour obtenir l'expression du flux. Par contre, pour la charge intérieure, on a besoin de la répartition de charge. Donc ici, en particulier, on a besoin de connaître le rayon de la répartition. Là, on va être obligé de distinguer le cas où le point M est à l'extérieur de cette répartition de charge. À ce moment-là, pour le calcul de la charge intérieure, on voit qu'on a une partie ici du volume qui ne contient pas de charge. La charge à l'intérieur de notre surface de Gauss, c'est simplement la charge ici, à l'intérieur du cylindre contenant les charges. On va donc obtenir une charge intérieure égale à la surface du disque, pi grand R carré fois la hauteur h, multiplié par la densité volumique de charge, puisque la répartition est uniforme, c'est le volume multiplié par la densité volumique de charge uniforme. Ça nous permettra d'exprimer le champ en M. En fonction de la densité volumique de charge, on s'aperçoit qu'on peut aussi faire intervenir une grandeur qui est homogène à une densité linéique de charge, même si ici la charge n'est pas répartie de manière linéique. Effectivement, une densité volumique fois une surface, c'est bien homogène à une charge sur une longueur. Le champ qu'on obtient est le même champ obtenu tout à l'heure pour le fil chargé. On retrouve le fait qu'en dehors de la répartition de charge, eh bien, on obtient un champ qui a exactement la même expression. Comme dans le cas, par exemple, d'une sphère uniformément chargée ou d'une charge ponctuelle. Si on est à l'intérieur du cylindre, cette fois-ci, seule cette partie de la charge de la répartition compte, c'est-à-dire effectivement la totalité du volume de Gauss. On obtient une charge intérieure qui vaut cette fois-ci pi r carré, petit r, la surface du disque, fois la hauteur h. Et donc on obtient un champ E qui est proportionnel au rayon vecteur HM, on peut l'exprimer effectivement, sans faire intervenir notre système de coordonnées, ou bien en utilisant, comme tout à l'heure, la description, faisant intervenir une charge linéique équivalente. Cette fois-ci, l'axe ne contient pas de répartition linéique de charge, donc on va pouvoir utiliser les plans de symétrie pour montrer que le champ sur l'axe du cylindre effectivement est nul. C'est un résultat qu'on retrouve à l'intérieur en R égale à 0. Le champ va être nul. On va maintenant regarder le champ rapidement d'une symétrie cartésienne. On prend cette fois-ci une nappe chargée, c'est-à-dire un plan avec une densité surfacique de charge. Et on va essayer de déterminer, là encore, par symétrie, la direction du champ. Ici, les coordonnées cartésiennes et la base cartésienne sont plus intéressantes à choisir. On va toujours prendre un repère lié au point M. M, Ux, Uz est un plan de symétrie, mais on a aussi M, Ux, Uy qui est un plan de symétrie. Donc le champ appartenant à ces deux plans va être ici dans la direction Ux. La répartition de charge est invariante par translation dans la direction Z et dans la direction Y, donc le champ va dépendre seulement de la coordonnée cartésienne petit x. On va se retrouver finalement avec un champ de la forme E de x, Ux. Les lignes de champ sont donc des droites de vecteurs directeurs Ux. Ces droites, ces lignes de champ droites vont nous permettre d'obtenir les surfaces équipotentielles. Les surfaces équipotentielles vont donc être des plans x égale à constante, des plans orthogonaux à l'axe des x.
ce n'est pas des surfaces fermées, donc on ne va pas pouvoir ici construire une surface de Gauss fermée à partir d'une seule équipotentielle. En fait, on s'aperçoit qu'il faudra deux équipotentiels pour faire une surface fermée. On a donc besoin d'un renseignement supplémentaire pour relier le champ appartenant à deux équipotentiels. Le plan OUYUZ, qui est le plan en fait de la répartition de charge, est un plan de symétrie pour cette répartition. Mais on ne peut pas l'utiliser pour déterminer le champ sur ce plan, puisque, ayant une répartition surfacique de charge, le champ n'est pas continu, il a donc une limite à gauche et à droite qui sont différentes. On ne peut pas dire que le champ, en x égale à 0, est nul. Par contre, les symétries vont nous permettre de dire que, eh bien, si on prend un point M et son symétrique, le champ en M va être égal au symétrique du champ en M'. On va donc pouvoir ici construire une surface de Gauss utilisant l'équipotentiel passant par M et l'équipotentiel passant par son symétrique. Comme le champ est sur Ux, eh bien le fait que le champ au symétrique de M soit symétrique au champ en M, le champ étant orthogonal au plan, son symétrique est son opposé. On va donc obtenir ici que le champ en X va être égal à l'opposé du champ en moins X. Si on regarde au niveau de la surface de Gauss, eh bien on va s'apercevoir que pour le calcul du flux, on va décomposer notre surface de Gauss en trois surfaces. Le fait d'avoir pris un cylindre de section circulaire n'est pas une nécessité. En fait, on a simplement besoin ici d'avoir les équipotentiels et des lignes de champ pour fermer la réunion des deux équipotentiels. Donc le flux va se décomposer en trois flux. Le flux sur la partie haute, la partie basse et la partie latérale. Pour la partie latérale, le champ est orthogonal à la surface élémentaire. En fait, il est tangent à la surface, donc le produit scalaire sera nul, le flux latéral sera nul. Le flux sur la partie supérieure, eh bien, E et ds orientés vers l'extérieur sont collinaires de même sens. E est identique pour tous les points de la surface, puisqu'il ne dépend que de x. Donc finalement, le flux sera égal à E de x fois la surface. Pour la surface inférieure, cette fois-ci, E et ds sont deux sens opposés, donc E scalaire ds sera égal à moins E ds. Là encore, E est uniforme sur l'ensemble de cette surface. On va donc pouvoir le sortir de la somme. On obtiendra E en M', c'est-à-dire E de moins x, multiplié par la surface avec le moins qui vient du produit scalaire E ds, puisque E et ds sont de sens opposés. Ça nous permet de calculer le flux total. Eh bien, flux latéral nul, phi h et phi b sont en fait, eh bien, une fois qu'on a utilisé la symétrie E de x égale à moins E de moins x, on s'aperçoit que ces deux flux sont identiques et on obtient deux fois E de x fois s. Pour compléter le théorème de Gauss, maintenant, il faut effectivement calculer la charge intérieure. Alors, on notera que le calcul a été fait, en fait, dans le cas où petit x est positif. C'est quelque chose d'important. Si effectivement x était négatif, eh bien, le champ en M et l'élément de surface ds aurait été de sens contraire. Donc on aurait obtenu un moins E de x fois s. Donc là, ici, le calcul est fait pour x positif avec les symétries. On va pouvoir bien évidemment obtenir le champ pour x négatif. La charge intérieure va être la charge ici qui va être portée par le plan intérieur au cylindre. Ça sera donc égal à la surface du cylindre, ici, multiplié par la densité surfacique de charge, puisque cette densité surfacique de charge est uniforme. L'application du théorème de Gauss va nous donner que 2E de x fois s, le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. La surface S va simplifier, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin effectivement de définir une surface S particulière, et on obtient un champ pour les x positifs, attention, égal à sigma sur 2 epsilon 0. Si on veut obtenir le champ pour x négatif, on va utiliser le fait que eh bien, le champ en moins x, c'est l'opposé du champ en x. On va donc aussi obtenir la courbe E en fonction de x. On trouve une discontinuité du champ, on s'y attendait puisqu'il y a une répartition surfacique. On retrouve effectivement que la discontinuité du champ vaut bien sigma sur epsilon 0.